Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur ce programme matinal que vous propose Bénin TV où tous les jours par ici, nous écumons non seulement l'actualité mais plusieurs sujets d'intérêt. Aujourd'hui, nous allons vous parler santé, environnement mais aussi culture. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 5 millions de morts par an, soit un décès sur 10 dans le monde, sont dus à un manque d'activité physique. En cause, notre mode de vie sédentaire. Comment expliquer que la sédentarité tue? Comment ramener l'activité physique dans notre quotidien? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Yasmine Damata dans Mardi Santé. Et on vous parlera, côté environnement, du Fonds vert pour le climat. Il est le principal mécanisme financier pour aider les États à atteindre les objectifs d'atténuation. Il a pour ambition de soutenir les pays dits les moins avancés dans cette lutte pour sauver la planète. Cependant, les critiques contre le mécanisme sont trop nombreuses. Trop lent, trop lourd, trop complexe. En 5 ans, moins de la moitié des projets proposés par les pays les moins avancés ont été approuvés. Fonds vert pour le climat, pourquoi ça coince? On vous explique tout. Et si le prochain grand artiste béninois, celui qui fera vibrer les cœurs et rayonner notre culture au-delà de nos frontières, était assis en ce moment même sur les bancs d'un collège, eh bien, c'est précisément le pari audacieux que fait le gouvernement à travers les classes culturelles. Derrière cette initiative, un objectif clair, offrir aux jeunes talents un véritable cadre de formation artistique au sein même des établissements secondaires, piano, guitare, trompette, batterie, mais aussi théâtre, peinture ou danse, tout y passe. Des encadreurs passionnés accompagnent les élèves, les guident, les forment et surtout les révèlent. Nous allons vous entraîner au cœur de cette belle aventure humaine et artistique, là où chaque élève inscrit dans ce programme est une étoile potentielle. Et puis on parlera de propreté également. Propreté, c'est santé, dit l'adage, mais au-delà du proverbe, c'est aussi une question de dignité, de sécurité et de développement. Chaque coin de rue propre, chaque geste d'hygiène posé, chaque espace bien assaini est un pas de plus vers un Bénin plus sain. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement, nous braquons nos projecteurs sur cette cause essentielle qui nous concerne tous au quotidien, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos rues. L'hygiène est bien plus qu'une habitude, c'est un pilier de la santé publique. Comment cette journée est-elle célébrée? Quels sont les enjeux? Qui sont les acteurs de l'ombre qui veillent sur la salubrité de nos espaces de vie? Et surtout, comment chacun de nous peut devenir un acteur du changement? Nous faisons le débat. Génial Fouda, bonjour. Bonjour Arman. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça va, Dieu merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Et quand vous êtes là, forcément, c'est pour nous servir le petit déjeuner informatif, le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV. C'est tout de suite et maintenant le bulletin d'information. Bonjour à toutes et à tous. Une note du Gabon pour ouvrir ce bulletin. Le Gabon, où la page Ali Bongo est définitivement tournée. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme du coup d'État militaire d'août 2023, est élu président de la République, marquant un tournant historique pour ce pays d'Afrique centrale. Mais comment en est-on arrivé là et quelles sont les dynamiques qui ont conduit à cette transition inédite? Retour sur une séquence politique intense entre rupture et recomposition avec Marcel Arrossi. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. 30 août 2023, le Gabon bascule. Quelques heures après l'annonce de la réélection controversée d'Ali Bongo, des militaires interviennent, annulant les résultats et mettant fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, est désigné président de la transition. Il promet des institutions plus démocratiques et des élections libres. Le 4 septembre 2023, Oligui Nguema prête serment en tant que président de la transition. Il s'engage à restaurer les institutions et à organiser un référendum constitutionnel. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Avec les nouvelles institutions mises en place, nous pouvons rêver mieux.
Et nous pouvons penser que nous serons une jeunesse sauvée par rapport aux autres. 16 novembre 2024, les Gabonais approuvent à 91% une nouvelle constitution instaurant la Deuxième République. Celle-ci prévoit un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. 13 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président avec 90% des voix. Son principal opposant, Alain-Claude Billy-Binzé, obtient 3%. Le taux de participation atteint 70,40%, marquant un regain d'intérêt démocratique. Dieu n'abandonne pas son peuple. Si certains saluent une nouvelle ère, d'autres critiquent une transition favorisant le maintien au pouvoir d'Oligui Nguema. Les défis restent nombreux: diversification économique, lutte contre la corruption et consolidation démocratique. Le Gabon entame un nouveau chapitre de son histoire. Reste à savoir si les promesses de renouveau se traduiront en réalité tangible pour les Gabonais. On revient au Bénin où les responsables de la sécurité des systèmes d'information sont en formation contre les cyberattaques et la cybercriminalité. C'est dans le cadre du projet Bi-Digital piloté par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Un atelier d'une semaine auquel participent le Centre national d'investigation numérique et la Luxembourg House of Cybersecurity. À la cérémonie de lancement, Patrick Jossouf et Igor Ayosso. C'est le business. Maintenant, je vends un peu de tout sur Internet. Hé, les amis, laissez Fanfan, ne l'écoutez pas. Il fait de la cybercriminalité. Contre la cybercriminalité, la cybersécurité et contre les multiples cyberattaques de multiples armes de sécurité informatique. Dans cet outil, l'atelier dénommé Cyberdrill. Le Cyberdrill s'inscrit dans cette logique de permettre aux professionnels africains de la cybersécurité de se former, d'expérimenter des scénarios concrets et de renforcer leur capacité d'intervention face à des incidents de plus en plus sophistiqués. Un renforcement de capacités techniques pour les RSSI, les responsables de la sécurité des systèmes d'information. Un renforcement de qualité diplomatique pour la coopération bénino-luxembourgeoise. C'est une collaboration qui a démarré depuis le mois de février dernier avec la formation des équipes de l'ASIN et la rencontre des acteurs de l'écosystème dans le cadre d'une mission de l'ASIN au Luxembourg. L'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, bras opérationnel du projet Bi-Digital. Le gouvernement béninois a engagé un certain nombre d'actions, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans les plateformes, que ce soit en termes d'application, de solutions mises à disposition des citoyens béninois, énormément de projets. Et la CIN et le CENIN, évidemment, y contribuent de manière active. Le CENIN, Centre national d'investigation numérique, pour coordonner davantage les parties prenantes impliquées dans la gestion de cybercrises. La dernière fois que nous nous sommes vus pour un cyberdrill, ça a duré un peu moins d'une journée. Cette fois-ci, on a le temps d'aller plus en profondeur. Il y a une dimension très importante vers laquelle nous allons commencer tous à évoluer, qui est la dimension de collaboration inter-entités. Du lundi 14 au vendredi 18 avril 2025, un atelier pour mieux sécuriser le cyberespace au Bénin, afin de bien transformer le quotidien des Béninois par et pour le numérique. On parle économie. Le secteur de l'entrepreneuriat est en plein essor au Bénin. De nombreux jeunes investissent le secteur. Ils créent, ils innovent, mais pour se démarquer, eh bien, ils ont besoin d'accompagnement. Alors, quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux? On en parle dans ce reportage signé Ariane Da Silva, Moïse Djondo, présenté par Estelle Pazou. L'entrepreneuriat, un secteur en pleine mutation au Bénin. Au quotidien, de nouvelles start-up voient le jour, les unes aussi créatives que les autres. Au quartier Figuerossé à Cotonou, Augustino, jeune entrepreneur béninois, a fait de sa passion pour la lecture un métier. Nous sommes ici dans une librairie digitale qui permet aux uns aux autres donc, de facilement, depuis le confort de leur domicile, de commander du livre papier, de payer en ligne, de le recevoir tranquillement chez eux. Cette idée est venue d'un simple projet de bibliothèque dans les écoles qu'on a eu à mener
et qui nous a montré l'engouement, l'intérêt des enfants à lire. Et du coup, nous, on s'est dit comment on peut utiliser Internet pour faciliter, pour briser les barrières de distance et rapprocher le livre des lecteurs. Et c'est ainsi qu'est née sa librairie digitale. Depuis la création de son entreprise, Augustino, comme de nombreux autres entrepreneurs, a bénéficié de plusieurs types d'accompagnement. C'était juste à l'étape d'idée en 2016-17. On a été accompagné par l'incubateur du Messie d'Abomey Calavi. C'était là qu'on a fait nos premiers débuts de formation, de recadrage de l'idée, même le nom. Et par la suite, on a bénéficié aussi d'un grand programme africain d'accompagnement aux entrepreneurs qui nous a même subventionné. On a eu $5 000 avec ce programme-là. En termes d'accompagnement pour les startups, il en existe plusieurs types. Le premier type, c'est tout ce qui est accompagnement d'abord à la création d'entreprises. Le deuxième type d'accompagnement, c'est l'accompagnement à l'innovation. Parce que j'ai une idée entrepreneuriale, mais lorsque je fais une étude de marché, je me rends compte que d'autres personnes sont déjà dans cette idée-là. Donc, il va falloir que je réfléchisse pour trouver une idée qui va me permettre de vendre. Troisième type d'accompagnement, c'est tout ce qui est accompagnement psychologique. Psychologique parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Un entrepreneur ne dort pas. Un dernier type d'accompagnement qui est un accompagnement lié à tout ce qui est marché. Donc, il faut être sûr que l'entrepreneur arrive à identifier son marché. Et pour avoir accès au marché, les sources de financement peuvent être variées. Mais attention, il faut toujours se faire conseiller. S'il a besoin d'un accompagnement financier, tout d'abord, s'il ne sait pas négocier en fait son crédit, moi je vais lui conseiller de ne pas aller directement là-bas, de se faire accompagner d'abord d'un expert financier qui va en fait lui monter en fait son plan d'affaires, son business plan. Et ensemble avec cet expert financier, ils iront voir en fait la banque pour négocier les choses. Et quand il va pour prendre en fait le crédit, il a aussi besoin d'un accompagnement pour gérer en fait ce crédit-là, pour que ça puisse lui rapporter en fait des ristournes pour le développement de son entreprise. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour faciliter l'accès au financement à des entreprises. Si nous sommes dans le domaine agricole, il y a le FNDA, il y a d'autres programmes, d'autres subventions qui sont là pour que les entreprises puissent avoir accès au financement. Le taux de clientèle ne cesse d'évoluer, donc nous on a ce besoin-là aujourd'hui d'être accompagnés sur le plan financier en termes d'investissement. Ce qui va permettre à la jeune entreprise de saisir des opportunités de marché, d'investir dans des innovations et de gérer efficacement les périodes de crise. On retrouve Pierrette Adin-Ossi et Canel Kakpo sur les pistes du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle dans le Zou. Du 8 au 10 avril, il était en visite de terrain pour aller toucher du doigt les réalités et échanger avec les acteurs sur les réformes entreprises dans le sous-secteur de la formation technique et professionnelle. Sur les 9 communes que compte le département du Zou, 4 ont reçu la visite du ministre conseiller en charge de l'enseignement technique et la formation professionnelle. La première, la cité de Wegbadjavi, où SPD Wessou, à la suite d'une séance tenue à la préfecture, a visité des ateliers du centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Abomey. Deuxième point. Après Abomey, Boikon, Kové et Didia ont également reçu la visite du ministre conseiller. À chaque étape, SPD Wessou procède à une inspection des équipements pédagogiques et s'enquiert des réalités que vivent les apprenants des centres, mais aussi les informer sur le vaste programme de la modernisation des infrastructures dans le secteur. L'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey n'est pas occultée. Nous avons vocation à être parmi les meilleurs au monde dans tous les domaines que nous décidons d'aborder. Les conséquences de ce choix, c'est la qualité de l'enseignement technique et la formation professionnelle. À partir de cette réforme, on va inverser les tendances. C'est 30% dans l'enseignement moyen général et 70% dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le deuxième grand aspect, c'est que dans la répartition horaire, 70% de la masse horaire serait affectée à la pratique et 30% à la théorie. J'ai beaucoup aimé ce que le ministre a dit, avec tout ce qu'il nous a montré et tout ce que le président Patrice Talon veut nous faire.
Nous encourageons vraiment le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, pour cette vision. Et nous, en tant qu'élus, nous prenons l'engagement au nom du Conseil communal de Kové à jouer entièrement notre partition pour la mise en exécution sans faille de cette vision, surtout en ce qui concerne le centre des métiers de Kové. L'immersion dans ces lieux de savoir et savoir-faire a permis au ministre conseiller en charge de l'enseignement technique et la formation professionnelle de recueillir les préoccupations des apprenants. Des toilettes agroécologiques pour préserver la santé et un cadre de vie sain. De quoi s'agit-il concrètement? Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social, a reçu des membres du Rotary Club Paris et une délégation des maires du département des Collines, avec à sa tête le préfet Saliou Odoubou, pour faire le bilan du projet de construction de toilettes agroécologiques et son extension. Alors pourquoi l'implication du CES? Heureuse d'Anandé, Moïse Djondo nous édifie davantage. D'ici quelques années, le département des Collines pourra conjuguer au passé l'insalubrité et ses populations pourront vivre dans un cadre décent avec l'utilisation des latrines agroécologiques, un type de latrine qui a déjà été expérimenté à Savalou. L'expérience a commencé il y a de cela 3 ans où des toilettes ont été construites avec l'appui financier de l'ADCS, qui est l'Association de développement pour la commune de Savalou, en partenariat avec le Rotary Club Paris Avenir. La particularité est que c'est des types de toilettes qui sont différents de ce que nous avons l'habitude de rencontrer. Les excrétas qui sortent ou qui sont rejetés ne sont pas mélangés à l'eau. La première étape est extrêmement satisfaisante. En fait, je pense que les toilettes sont très bien acceptées. On a vu une nette hausse des fréquentations. Et après, je pense que c'est comme tout. On met un petit peu de temps à comprendre à quoi ça sert. Et après, on se rend compte que c'est une vraie amélioration pour l'environnement et pour sa dignité, pour la dignité humaine. Toujours grâce à l'implication du Club Service Rotary Club Paris Avenir, le projet de construction des latrines agroécologiques s'élargit aux 6 communes des départements des Collines. La commune de Banté en a bénéficié 2 qui seront construites au rond-point de Basson et à l'EPP de Kamanoundé. Nous avons accueilli la nouvelle avec beaucoup de gaieté de cœur, puisque la question de l'hygiène et de l'assainissement relève d'une priorité pour nous. L'idée, c'est de faire en sorte que chaque ménage puisse avoir de toilettes agroécologiques. Mais pour l'instant, on fait des toilettes publiques et donc la population l'utilise, l'exploite. Et donc la question essentielle qui était posée aussi, c'était de voir l'exploitation, le coût de l'exploitation, les dépenses que cela génère pour que ces toilettes agroécologiques soient maintenues dans un état de propriété optimal. Depuis quelques années, nous avons démarré des initiatives. Conrad Baguidi est porteur de l'idée et aujourd'hui, en tant que président du Conseil économique et social, il compte élargir le projet au-delà des collines. La petite note de gouvernance que j'ai souhaité inscrire, qui est partagée par le bureau, c'est que nous ne soyons pas uniquement une institution consultative, mais que nous soyons une institution d'action. L'action, c'est aussi le fait d'être en capacité de sensibiliser, c'est aussi le fait d'être en capacité de faire naître des projets. Donc du coup, il sied que nous puissions échanger sur des éléments de difficulté qu'on pourrait avoir eu là où les toilettes ont déjà été installées et ce que nous pourrions prévoir par la suite, de manière à ce que nous puissions faire dérouler et faciliter la tâche à nos partenaires qui nous accompagnent sur ce sujet et faire en sorte que, avec l'intérêt manifeste du ministre du cadre de vie ainsi que du ministre des Finances, nous puissions donc faire face à de nouveaux challenges plutôt sur le plan national. Les latrines agroécologiques permettent aux ménages d'assainir leur environnement tout en produisant de l'engrais pour les cultures. Une véritable piste à explorer pour l'atteinte des objectifs de développement durable.
Un peu plus loin à Gogounou, la bibliothèque du collège d'enseignement général est enrichie de nouveaux documents scientifiques. Une initiative des anciens élèves de l'établissement. Des centaines de livres de mathématiques, physique et sciences de la vie et de la terre ont été officiellement remis aux responsables du CEG, Judikaël Aïdan et Ousmane Baparapé. Je vous remets symboliquement. Il s'agit de la première phase du projet Tous Utiles, dont l'objectif final est la création de la série C. 440 documents scientifiques au total sur les 620 prévus, dans un monde où les sciences occupent une place prépondérante dans tous les aspects de la société. Une des motivations des donateurs après une douzaine d'années d'enseignement au CEG Gogounou. D'un coût global de 2 230 000 francs CFA, ces documents sont composés de 142 livres de mathématiques, 108 livres de PCT, 120 livres de SVT et 70 livres de label info. J'ai appris que le vrai handicap n'est pas la perte de la vue, mais plutôt l'absence de vision pour l'avenir. Le CEG Gogounou, le collège que j'ai servi une douzaine d'années environ, peine à produire des apprenants capables d'exceller dans les matières scientifiques. L'UNOATU, sa détermination est restée celle qu'il a depuis qu'il nous a gardés au CEG Gogounou. C'est comment faire au niveau du CEG de Gogounou qu'on ait des scientifiques. Ces documents ne sont pas de simples ressources pédagogiques. Ils symbolisent un héritage intellectuel, un message fort. Nous sommes très fiers de cette initiative. Si je le dis, c'est parce que vous avez su identifier le mal qui nous ronge. Nous profitons du moment pour remercier le projet Tous Utiles pour ces documents d'accompagnement mis à la disposition des apprenants des séries scientifiques pour l'amélioration du niveau de ces derniers. Nous vous promettons de faire bon usage de ces documents. Lettres de félicitations aux initiateurs, sketchs et autres animations culturelles ont marqué cette cérémonie de remise des documents scolaires. Puis, écho de la Journée internationale des droits des femmes célébrée en différé dans la 8e circonscription électorale. Les femmes militantes du Parti Bloc républicain ont sacrifié à la tradition à Parakou. Les détails, ce sera avec Giscard Akovi et Enoch Rumpati. De petites causeries en tête-à-tête, des selfies pris sur le vif et des retrouvailles chaleureuses pour certaines. Les militantes du Bloc républicain de la 8e circonscription électorale commémorent en différé la Journée internationale des droits de la femme. Avec le soutien des responsables du parti, la journée a été marquée par des échanges autour du thème « Comment devenir une femme leader en politique ». Un sujet qui résonne, à mon sens, comme un défi, mais surtout comme une promesse. Une promesse pour que chaque femme ici présente, prenne sa place, qu'elle s'affirme. Affirmez votre potentiel. Alors, chères sœurs, je vous prie d'oser, parce que nous en avons le droit. Notre parti, le Bloc républicain, en célébrant une fois encore la femme, prouve l'importance de la femme, sa précieuse contribution au développement socio-économique d'un pays. Nous sommes fiers d'avoir un président comme Patrice Talon. Invitées à croire en leur potentiel, ces militantes bénéficient déjà de formations, notamment à travers le programme d'appui à l'égalité de genre, PAEG. Après ces différentes formations théoriques, nous voulons vraiment faire valoir nos compétences sur l'arène politique, puisque nous constituons une vraie base de femmes leaders en politique. Quand on décide d'aller dans un parti politique, c'est parce que on voit que les idéaux du parti nous conviennent et le parti est là pour conquérir le pouvoir. Quand on finit, il faut exercer et maintenir le plus longtemps possible le pouvoir si nous avons. Nous vous demandons, arrivez dans vos différentes localités, de bien vouloir transmettre ce que vous avez appris ici au niveau de vos sœurs, de vos enfants qui sont restés à la maison. Félicitations et que l'année prochaine à cette heure-ci,
qu'on fasse encore une journée des femmes du BR dans une salle qui va peut-être prendre 1000 personnes. Des partages d'expériences ont permis d'encourager les participantes à s'affirmer davantage. Le Bloc républicain entend poursuivre cet engagement pour une meilleure représentativité des femmes en politique. Voilà, ce sera tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Herman, on se retrouve demain. Demain, avec le même plaisir. Toujours. Et toujours le même beau sourire. Gardez toujours votre sourire. Je dis à la Foudam aussi, avocat. Juste après vous, on retrouve Marcel Arossi. Ce sera pour la revue des titres. Et Marcel qui est venu en courant sur ce plateau, il est venu sur la pointe des pieds. Marcel, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous, Marcel? Très bien, merci. Avec vous, donc, on va écumer l'actualité telle que relayée par les journaux et les sites d'information. La une, donc, des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction, comme vous l'indiquez si bien. En attendant la revue de presse, nous démarrons aujourd'hui par le quotidien L'Emblème du jour. À quelques mois des élections générales de 2026, Joseph Fifame Diogbenou, le réformateur qu'il faut abattre. C'est une question en réalité à la une du quotidien L'Emblème du jour. Scrutin politique de 2026, environ 8 millions d'électeurs attendus sur la liste électorale. Et puis au Bénin, le FMI reconnaît les progrès économiques et encourage les réformes en cours. Tout ça à découvrir avec L'Emblème du jour aujourd'hui. Matin libre, élection générale de 2026, la relecture du code électoral. C'est encore possible. Une opinion de Dorothée Coyote Bewezon. Bénin Showbiz Champions Tour, Sa Majesté Amoulé Owonikoko reçoit le soutien de Silikou Karimou. La nation, normes communautaires et de déficit budgétaire, le Bénin sous la barre de 3% avant l'échéance selon le quotidien de service public. Puis prévention de la corruption à la base, une campagne nationale de sensibilisation lancée. Fraternité aujourd'hui, promotion de l'excellence en milieu scolaire, travaux dirigés, une recette à multiples facettes, une arme de réussite pour le privé, un vocable redouté au public, l'adhésion des politiques, une bouffée d'oxygène selon Fraternité. Élection générale de 2026, la Sénat et l'ANIP en synergie pour une liste électorale informatisée, bien fiable, la mouvance présidentielle en quête d'adhésion populaire sur le code électoral. L'économiste du Bénin, premier sommet de la jeunesse béninoise, les jeunes prêts à être acteurs de leur temps, Forum d'affaires Inde-Bénin 2025, entreprises béninoises et indiennes en quête d'opportunités communes. Le matinal, suspension du chef d'arrondissement de Glodigbe, la position critique de Victor Tokbanou, sommet de la jeunesse béninoise 2025, une nouvelle page de l'histoire du Bénin est en train de s'ouvrir. Le pays, relations Paris-Alger, décidément, plus rien ne va entre Paris et Alger. En effet, quand ces deux capitales font un pas vers l'apaisement ou la décrispation, elles en font deux vers l'escalade. C'est selon le confrère du Faso. France Info, guerre au Soudan, près de 400 000 déplacés ont fui leur camp, touchés donc par la famine après l'arrivée des paramilitaires. Des sources crédibles citées par l'Organisation des Nations Unies évoquent le chiffre de plus de 400 personnes tuées en une seule semaine dans la région occidentale du Darfour. Jeune Afrique, aujourd'hui présidentielle au Gabon, le président français, en contact régulier avec son homologue gabonais, l'a appelé ce 13 avril après l'annonce des résultats de l'élection pour le féliciter. Présidentielle 2027, France Info, si l'inéligibilité de Marine Le Pen est confirmée en appel, la candidate prévoit de passer la main à Jordan Bardella dès septembre 2026. Jusqu'à présent, Marine Le Pen refusait d'évoquer un plan B en vue de la présidentielle si sa peine d'inéligibilité était confirmée. À peine.
France Info encore aux États-Unis, l'université Harvard rejette les exigences de l'administration Trump qui lui coupe plus de 2 milliards de subventions. Cela a été fait à travers une lettre du président de l'université. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. Allez, il est 7h30 et pour les 90 prochaines minutes qui nous attendent, évidemment, on sera avec Yasmine Damata pour sa rubrique santé. Après, on parlera des classes culturelles et on s'intéressera, pourquoi pas aussi au fond vert pour le climat. Pourquoi est-ce que ça coince, Marcel Arrossi? Vous aurez les explications si entre-temps vous avez des amis, des parents qui ont une association ou qui ont une entreprise qui ont envie de bénéficier du fond vert pour qu'ils puissent savoir comment s'y prendre pour bénéficier de ce financement. Et derrière, on parlera également d'assainissement. Vous vous souvenez de ces campagnes de salubrité qu'on faisait quand on était encore un peu plus jeune? On initiait des campagnes de salubrité au quartier. On se dit tous les samedis, allez, tout le monde se lève très tôt le matin. On a coupe-coupe roux, voilà, balai, et puis on essaie de défricher un peu, on essaie de balayer un peu. C'est motivé depuis les classes. C'est motivé depuis les classes, mais on a l'impression que tout ça a tendance à disparaître. Je pense bien. Parce qu'on veut céder la place à la SGDS qui s'occupe maintenant du service. Pourquoi pas? Est-ce qu'il ne faut pas réchauffer ces initiatives? Normalement, oui, ça va faire du bien, c'est toujours utile. Ces moments de partage, de convivialité surtout, autour d'un matin de samedi, à balayer nos rues, à balayer nos quartiers. En tout cas, on en parle ce matin dans le forum de discussion parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement. Tout de suite et maintenant, mardi santé dans Bonjour le Bénin. Bienvenue si vous venez seulement à l'instant de nous rejoindre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 5 millions de morts par an, soit un décès sur 10 dans le monde, sont dus à un manque d'activité physique. En cause, notre mode de vie sédentaire. Comment expliquer que la sédentarité tue? Comment ramener l'activité physique dans notre quotidien? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce matin avec Yasmine Damata. Bonjour Yasmine. Bonjour Rodrigue Mon Amigan. Comment allez-vous? La pleine forme comme d'habitude. Une chose est sûre, on sait que vous n'êtes pas sédentaire puisque désormais, depuis quelques temps maintenant, tous les matins sur nos petits écrans, on vous voit faire du sport avec Coach Élysée et bien aussi d'autres coachs. Coach Armand également, qui est avec vous par moment. Alors, il faut déjà préciser que le sport, c'est du lundi au samedi sur Bénin Télévision. C'est bien sûr entre 6h30 et 6h56 minutes. 56 Disons, minutes. 4 minutes avant que vous montez sur le plateau. Absolument. Le temps suffisant pour que vous puissiez me rejoindre. Oui, on finit et puis vous êtes là. Je vais essayer. Vous faites juste l'échauffement et on vous libère. Bon, je sais que vous faites une demande devant les téléspectateurs pour que je puisse pas dire non. Et vous êtes sportif. Eh bien, c'est non. C'est le moment de montrer votre côté. Hein? Bien sûr, vous savez de quoi je suis capable. C'est vrai que je n'en ai vraiment pas l'air. Mais mon corps n'est pas une véritable ode au sport. Voilà, c'est pas un vrai témoignage. Mais bon, allez, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on vaut. Merci beaucoup, Rodrigue Mon Amigan, fidèle téléspectateur de Bonjour le Bénin. Bonjour à vous. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la sédentarité et de l'inactivité. Oui, le mouvement, c'est la vie. Mais de plus en plus, nous sommes assis devant soit un écran ou dans nos voitures. On fait moins d'efforts. Aujourd'hui, avec notre spécialiste, notre médecin généraliste, Olivia Awangan, nous allons voir c'est quoi la sédentarité, c'est quoi la différence entre la sédentarité et l'inactivité. Il paraît qu'il y a une petite différence. Elle va nous l'expliquer et comment prendre en charge ces deux pans de notre vie. Nous allons en parler avec Olivia Awangan. Bonjour. Bonjour Yasmine. Comment vous vous portez pour nous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va. On sent que vous êtes aussi active, très active. Oui, j'essaye. Mais oui, parce qu'on le sait... La semaine dernière, elle était avec moi en salle, elle a fait du sport. Je l'ai invitée et elle a fait du sport. Sérieusement? Oui. On veut découvrir. Hein. C'est quand? Ça sera diffusé quand? C'est déjà diffusé, justement. C'est déjà diffusé? Oui. Ah d'accord, j'irai voir pour voir si les conseils du médecin elle-même, elle applique à elle-même. En tout cas, elle a fait et bravo à elle. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la sédentarité et de l'inactivité. C'est ça. C'est quoi la différence déjà? Alors, il faut noter que la sédentarité et l'inactivité physique sont deux notions qui sont
confondues de plus en plus, alors qu'il y a une différence bien distincte. C'est que la sédentarité, c'est le temps passé assis ou allongé depuis le lever du lit jusqu'au coucher le soir. Tandis que l'inactivité physique, c'est l'incapacité à atteindre le minimum d'exercice physique recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour pouvoir être en bonne santé. C'est-à-dire le fait de rester couché du matin au soir sur un lit ou en train de taper son ordinateur, on dit je travaille à la maison. Oui, parfois on dit qu'on travaille à la maison. Oui, ça arrive. Mais le fait de ne pas bouger, même le repas vient à vous sur le lit, c'est de la sédentarité. C'est de la sédentarité. Et c'est important de distinguer cela parce qu'on peut être actif tout en étant sédentaire. Ah d'accord. Comment? Mais oui, parce que si par exemple je fais mes 30 minutes d'exercice physique journalier et qu'en dehors de ces 30 minutes d'exercice physique, je suis sur mon bureau, assis dans un bureau ou tautologie, je m'en excuse, ou je suis couchée à la maison, peut-être en télétravail, je suis sédentaire, bien qu'étant actif. Surtout qu'il y a cette expression qui a fait son apparition maintenant depuis 5 ans déjà, à l'occasion de l'avènement de la Covid-19. On parle maintenant plus de télétravail, c'est fortement répandu en Occident, c'est pas encore très développé chez nous. De plus en plus, les gens sont en train de l'intégrer aussi dans nos habitudes de professionnels au Bénin. On parle même on va même jusqu'à parler de traquance. C'est-à-dire, on est en vacances, mais on travaille. Donc, vous avez le costume en haut, mais en bas, vous êtes en culotte, vous avez les pieds dans le sable. Donc, l'essentiel, c'est ce que vous faites. Si vous êtes productif, tant mieux. Vous êtes en traquance. Oui, merci pour ce nouveau mot. Vraiment, mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'inactivité, l'activité physique que recommande l'OMS. C'est combien de temps de sport par jour? Alors, l'Organisation mondiale de la santé recommande idéalement 150 minutes d'exercice physique par semaine, soit 30 minutes pendant 5 jours de la semaine, avec 2 séances de renforcement musculaire dans la semaine. Donc, pour cumuler les deux recommandations, on parle de 30 minutes minimum d'exercice physique par jour. Donc, je crois que on atteint déjà le quota sur Bénin TV. Je ne sais pas, Yasmine, je ne sais pas du quoi vous parlez. Nous, on fait 26 minutes pourquoi vous devez tout rapporter à samedi. Donc, il suffit juste que c'est pas pareil. Oui, mais il suffit juste que les téléspectateurs nous suivent du lundi à samedi. Ils auraient dépassé le quota qu'il faut. Oui. D'accord. Donc, je vais donner quelques secrets du tournage. Au bout de 2 minutes, vous êtes essoufflé. On a oublié de reprendre le tournage. Oh. Moi, vous n'êtes pas obligé de dire tout ça. Encore que... Non, mais j'ai pris l'habitude. Non, sincèrement, je voudrais vraiment vous décerner un satisfait, si vous féliciter. Parce que ce n'était pas gagné d'avance quand même, faire du sport au quotidien. Et surtout à la télé, là, franchement, ça, c'est pas tout le monde qui pourra le faire. On peut faire le sport chez soi, avec des copains et des amis, mais à la télé, c'est-à-dire tout le monde vous voit. Donc, si le coach vous dit, allez, on y va pour 2 minutes, 3 minutes d'échauffement, si vous êtes essoufflé, tout le monde le voit. C'est exigeant. Sincèrement, félicitations, Yasmine. Et il faut avouer que j'étais inactive pendant 3 ans. Et là, j'ai repris avec. Et c'est pas facile, mais j'y arrive parce qu'il y a toujours... gauche, à droite. Oui, au début. Mais là, c'est plus agréable. Alors, dites-nous, quelles sont les maladies qu'on peut avoir quand on est inactif? Alors, ça va vous sembler très étrange, mais certaines études de l'Université de Laval ont prouvé que l'inactivité physique et la sédentarité exposeraient aux mêmes maladies auxquelles expose désormais le tabagisme. Donc, pour des personnes qui ne fument pas et qui se diraient à l'abri de certaines maladies ou apparemment en bonne santé, malheureusement, elles sont exposées au même risque si elles sont inactives ou sédentaires. Donc, ces maladies sont nombreuses et on les regroupe sous le thème de maladies non transmissibles. Ce sont des maladies chroniques qui s'installent progressivement et qui souvent se déclarent lorsqu'elles sont à une phase avancée. Donc, on peut citer par exemple l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, qui sont les plus connus. Nous avons aussi les troubles du sommeil pour les personnes qui ont par exemple l'apnée du sommeil, qui ronflent dans leur sommeil. Ces personnes devraient peut-être aller se rapprocher des professionnels de santé pour explorer. Nous avons également les cancers, notamment les cancers du tube digestif, les cancers du sein, les cancers en général. Voilà, les cancers en général, les maladies ostéo-articulaires, les douleurs ostéo-articulaires, pour ne citer que celles-là. Mais est-ce qu'il y a des signes pour distinguer une personne qui est
inactif ou qui fait de la sédentarité? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je souriais lorsque Monsieur Amégan disait que notre organisme n'est pas forcément un témoignage à nos habitudes de vie, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que le corps nous rend toujours ce que nous lui donnons. Ça, c'est un principe de vie. Mais je voudrais souligner que... Et je voulais aussi demander officiellement à Madame Arwangan, on se donne rendez-vous ce soir sur la route des pêches. On fait 10 km de course. Alain Kosounon, qui sera tout à l'heure sur ce plateau, pourra témoigner. Voilà, que... je ne suis pas forcément je n'ai pas la prétention de vous battre D'accord. à ce challenge. Non, ce n'est pas évident. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque nous n'allons pas bien, l'organisme nous envoie toujours des signaux pour nous permettre de prendre en charge tôt ce qui ne va pas. Donc, pour une personne sédentaire ou inactive, par exemple, on va observer une fatigue excessive malgré les repos répétés. On va observer un essoufflement à l'exercice anormal, qui n'est pas fréquent peut-être. La personne va monter 10 marches d'escalier et commencer par respirer comme quelqu'un qui a monté 3 étages, par exemple. On aura, par exemple, une prise de poids, surprise inespérée et incomprise, des vêtements qui serrent. On aura des troubles du sommeil, comme je l'ai dit tantôt, les ronflements. On aura les troubles de l'humeur, parce qu'il faut noter que la sédentarité et l'inactivité physique conduisent aux troubles mentaux, notamment à la dépression. Donc, voilà quelques signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Tout à l'heure, vous avez parlé de support. Est-ce que le fait de rester inactif et tout en télétravail, comme on le dit, ne pas bouger, faire les 30 minutes de sport, peut conduire à ça? Bien sûr. Bien sûr. Je dirais même que c'est l'une des conséquences immédiates du support de l'inactivité et de la sédentarité. Mais il paraît qu'il a recommandé de faire au moins 10 000 pas par jour. Parce qu'il... Le fait d'être en train de bouger, on arrive à faire les 10 000 pas, c'est bon. À travers votre orientation professionnelle, vous êtes amené à aller à gauche, à droite, à beaucoup marcher. Au bout du rouleau, vous faites vos 10 000 pas par jour. Alors, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Si vous faites les 10 000 pas par jour et que vous, durant toute la journée, depuis que vous vous êtes levé de votre lit jusqu'à ce que vous y retournez, vous ne vous êtes pas arrêté de faire ces 10 000 pas entre une ou deux activités, vous avez réglé le problème de la sédentarité. D'accord. Mais le problème de l'inactivité physique ne sera résolu que quand vous allez faire 30 minutes continues d'exercice physique. D'accord. La différence est bien là. Bon, de toute façon, c'est que 30 minutes. Alors, quel conseil donneriez-vous à ces personnes qui sont contraintes à travailler, à rester sur place pour faire leur travail? Alors, je dirais déjà, dans un premier temps, c'est d'être intentionnel, de savoir que le travail crée un contexte, mais c'est à eux de faire des efforts pour pouvoir aller en delà. Donc, c'est déjà marcher. Toutes les 30 à 60 minutes, se lever, s'étirer, marcher. Pourquoi pas choisir de prendre des escaliers lorsqu'on a le choix entre l'escalier et l'ascenseur. Garer le véhicule ou la voiture plus tôt que son lieu de travail pour pouvoir marcher et atteindre son lieu de travail. Faire des appels en marchant, en faisant des petites foulées. Voilà. Ça peut toujours servir. Ça n'a l'air de rien, mais c'est avec un grand bénéfice. Alors, quelle activité, là, vous avez parlé de marcher. Mais quelle autre activité simple vous recommandez aux téléspectateurs qui pourraient faire chez eux? Alors, c'est activité simple, j'aime bien le mot simple, parce que dans le choix des activités physiques, je voudrais encourager les téléspectateurs à miser sur le plaisir. Parce que généralement, lorsqu'on prend de nouvelles résolutions, qu'on décide de s'entraîner, de changer de vie, on essaye de prendre des exercices physiques trop lourds, trop instructifs. Les premiers jours, on est motivé, on a le cardio, on veut y aller à fond. Ça, on veut soulever les poids. Au bout de 3 jours, on veut perdre 200 kilos. Mais ça va pas arriver. On veut soulever les haltères, franchement. C'est exactement ça. Donc, lorsqu'on mise sur le plaisir, ça nous permet de tenir dans la durée. Donc, à part la marche dont on vient de parler, on peut également faire la danse, le vélo, que ce soit le vélo de chambre ou bien le vélo habituel que nous connaissons tous. Ça peut ou le vélo en natation. Le vélo en natation.
En natation? Oui, dans la piscine, fait du vélo. Oui, l'aquagym. C'est aussi très intéressant. Oui, vous voulez nous faire part de votre Bientôt monde de petits bourgeois, n'est-ce pas? Non, pas petit bourgeois, vous retrouvez... Bientôt, vous allez le découvrir. Ça fait vraiment... c'est très plaisant, en fait. La natation également, qui est un sport très complet. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas la capacité d'aller en salle au gym, de s'offrir un vélo, pourquoi pas allumer des vidéos YouTube et répéter l'exercice chez eux, depuis le confort de leur domicile. Et au fond, vous vous rendez compte que lorsque vous allez en salle, vous ne travaillez pas vraiment. Ah bon? C'est ce que j'observe. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Ils viennent s'exhiber devant les miroirs. Ils viennent avec de bonnes... des récipients qui contiennent... C'était ça que vous faisiez au début, et puis vous avez dû abandonner les salles pour carrément vous concentrer sur... Déjà, moi, quand je vais en salle... Allez, je fais ce que j'ai à faire et puis je me barre. Mais il y a d'autres personnes, vous vous rendez compte qu'ils soulèvent 2 kilos, il va voir si son bras a gonflé, franchement. Et tout c'est de mettre sur les réseaux sociaux et montrer qu'il est en salle. En fait, il y a des gens qui font plus de photos en salle que de temps d'exercice réel. En fait, lorsque vous voyez le nombre de temps qu'ils passent à se prendre en photo et le temps passé à faire réellement des exercices, vous vous rendez compte qu'il y a une nette différence. C'est malheureusement vrai. J'en vois tellement, j'en vois tellement en fait ces derniers jours. Ah oui. Ah oui. Alors, Madame Arongan, dites-nous, est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle dans la lutte contre l'inactivité? Bien sûr, l'alimentation, les aliments représentent le carburant du corps. Lorsque nous n'alimentons pas suffisamment le corps, nous ne pouvons pas nous exercer convenablement. Donc, les aliments sont très importants, surtout bien les choisir, c'est très important pour pouvoir, pour demander davantage à notre corps dans le cadre de l'exercice physique. Alors, comment... est-ce qu'il y a une population à risque? Bien sûr. Qui? Par exemple, les enfants qui, très tôt, sont de plus en plus exposés aux écrans. Comment? Les enfants, lorsqu'ils sont exposés... Après les écrans, on sait que les enfants s'amusent beaucoup. C'est eux qui bougent le plus. Oui, là, vous parlez d'un mode de vie qui est en train de shifter. Ah, d'accord. Bon, shifter, moi, en anglais, je m'en excuse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on observe aujourd'hui que les enfants sont malheureusement de plus en plus exposés à la sédentarité, à l'inactivité avec les écrans, parce que autrefois, dans les maisons, c'était courant de voir les enfants dans les cours en train de jouer au football, en train de faire des jeux de société, mais de nos jours, c'est les dessins animés, les tablettes, les animés. Donc, les enfants sont devenus des populations à risque, malheureusement. Et nous avons également les personnes âgées, dont l'autonomie diminue avec l'âge, les femmes enceintes ou les femmes, les nourrices, parce que voilà. En fait, c'est tout normal. Hein? Oui, mais c'est avec les femmes, je pense. Même les femmes enceintes, c'est tout normal. On n'avait pas cette culture de voir des femmes enceintes commencer par faire du sport. C'est maintenant qu'on pourrait les amener à le faire. Ah oui? Mais il faut dire aussi moi, j'ai toujours vu ma soeur faire du sport pendant qu'elle était enceinte. Votre soeur de quelle génération? C'est de la nouvelle génération? De l'ancienne. Mais il faut dire entre aussi, deux, je dirais. Il faut préciser aussi que les femmes enceintes ont besoin d'être accompagnées, même lorsqu'elles décident de faire le sport, que ce soit avec l'accompagnement de leur médecin, parce que ça peut présenter des risques pour la grossesse, dépendamment du terme ou de leur condition ou état de santé. Alors, quel conseil donneriez-vous pour finir aux téléspectateurs? Je dirais en une phrase, miser sur le plaisir et commencer petitement. Comme le dit un verset de la Bible, il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Donc, c'est peut-être décider de faire 10 à 15 minutes dans les débuts, augmenter progressivement, choisir des activités qui ne vous donnent pas l'impression de vous exercer ou de trop souffrir. Danser sur une musique que vous aimez bien, faire des balades en famille, créer un environnement qui vous permet de vous exercer, mais avec beaucoup de plaisir. Et là, ça vous permet d'instaurer une routine et des habitudes qui vont durer dans le temps. Et moi, je vais ajouter, si vous permettez, c'est vrai, je ne suis pas médecin, mais bon, si ça peut toujours aider, eh bien, c'est tant mieux. C'est pourquoi pas créer des clubs solidaires. On est 2, on est 3 et on s'encourage. Les jours où vous n'êtes pas motivé, eh bien, il y en aura toujours quelqu'un qui peut vous motiver pour dire, bon, écoute, allons-y, on fera quand même. Parce que la plupart du temps, lorsque vous êtes seul, on a tendance à vite abandonner, on a tendance à vite abdiquer lorsque les premières difficultés commencent par naître, par jaillir. On se dit, bon, de toute façon, je le ferai demain.
Et demain, on dit, bon, de toute façon, je le ferai après demain. Ainsi de suite. Bon, je ne prends pas du poids, autre mesure, donc je le ferai le mois prochain. On finit par abandonner. Alors que si vous êtes solidaire, il y en a 2, 3 qui se soutiennent, qui s'accompagnent, vous instaurez une forme de routine, une forme de mécanique à laquelle vous finissez par vous adapter. J'espère que cette solidarité sera de la solidarité pour faire du sport et non pour l'après-sport qui est de prendre la bière, une mauvaise habitude à vivement déconseiller. En tout cas, c'est à vivement déconseiller. Cet aveu veut tout dire. Mais je voudrais appuyer sur ce conseil qui est vraiment un précieux conseil parce que, outre la contrainte de motivation, c'est aussi un conseil qui permet de contrer la motivation de temps. Parce que c'est l'une des excuses que nous mettons en avant de plus en plus pour ne plus nous exercer. Lorsque voilà, je n'ai pas le temps, alors que si on est 1, 2 et qu'on a fixé un planning, c'est beaucoup plus facile de... Voilà. Ça vous permet aussi de repousser vos limites. C'est ça. Si aujourd'hui vous faites... Et entre midi et 2, on peut rapidement le faire. Hors de question pour moi. 19h. Rien à faire. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie pour cette chronique du mardi. Emon, on a bien fini. Absolument, et c'est très important de lutter contre la sédentarité, sincèrement. J'espère que les téléspectateurs ont pu en tirer de la graine et que désormais, maintenant, on va prendre l'habitude de bouger. Oui. Malheureusement, chez nous en Afrique, on ne bouge pas beaucoup. Ça commence par venir de plus en plus. On attend souvent les samedis pour les cérémonies, pour faire du agor, pour dire qu'on danse. Où on attend même les samedis avant de bouger, on fait le sport une fois par semaine. Le samedi matin, dimanche matin, oui, allez-y. Oui, je voudrais faire une petite remarque. Souvent, lorsqu'on parle de 30 minutes d'exercice physique journalier, je reçois des patients qui disent « Ah, mais docteur, moi, je cumule tout ça en salle le samedi. » Et je voudrais dire que c'est un biais, c'est une mauvaise manière de procéder parce que c'est comme vous me dites, je ne me brosse pas tous les jours, mais le week-end, je me brosse pour toute la semaine. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir en tête cette notion d'entretien. La notion habituelle pour pouvoir entretenir le corps. C'est vraiment important. L'effet cumulé, ça ne marche pas ici. Donc, voilà. Et je dis coucou à ce tonton de 60 ans qui m'a battu au gainage en salle. Je lui fais un coucou. En tout cas, comme je suis honnête, j'ai tenu 45 secondes. Ça a le mérite d'être honnête. Il a tenu combien? Il a tenu presque 5 minutes au gainage. Waouh, 6 minutes. Ouais. À quel âge? Presque 60 ans. Wow. Demandez au coach Élysée. Non, mais je pense que c'est de l'habitude aussi. Bien sûr. D'ici là, vous allez dépasser ce record. Je suis venu avec mon arrogance de jeune. Il m'a battu à l'expérience. Wow. Aussi simplement. Merci Yasmine. Vous passez une excellente journée. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous Merci, également. Docteur. Merci, monsieur. Et à très bientôt sur Bonjour le Bénin. Allez, avant de retrouver Maxime Diono plus tard pour parler du Fonds vert pour le climat, on va s'arrêter pour parler de culture. Oui, on va parler de culture et de ces apprenants qui sont en train d'être formés aujourd'hui dans nos établissements pour devenir de véritables virtuoses. C'est à travers le programme des classes sportives. Et si le prochain grand artiste béninois, celui qui fera vibrer nos cœurs et rayonner notre culture au-delà de nos frontières, était assis en ce moment même sur les bancs d'un collège en train de faire un cours de français, de mathématiques, d'histoire, géographie ou de je ne sais quoi d'autre, eh bien c'est précisément le pari audacieux que fait le gouvernement à travers les classes culturelles. Derrière cette initiative, un objectif clair, offrir aux jeunes talents un véritable cadre de formation artistique au sein même des établissements secondaires, piano, guitare, trompette, batterie, mais aussi théâtre, peinture ou danse, tout y passe. Des encadreurs passionnés accompagnent les élèves, les guident, les forment et surtout les révèlent. Nous allons vous entraîner au cœur de cette belle aventure humaine et artistique, là où chaque élève inscrit dans ce programme est une étoile potentielle. Et justement, Karamat Agbataou a fait une immersion au cœur des classes culturelles et nous embarque surtout dans le monde des musiciens. On regarde son reportage et derrière, on revient pour en parler. Elle y est presque, fidèle à son programme. Elisabeth est élève au collège d'enseignement général à Papa Centre de Cotonou. Comme un bon nombre de ses camarades, elle a fait le choix de suivre les classes culturelles. À peine arrivée en classe, Elisabeth se fond au groupe. Les encadreurs sont déjà présents.
Le cours démarre. Ici, les mathématiques et autres disciplines cèdent la place aux notes musicales. Aucune place dans la salle n'est figée pour ces apprenants. Un changement de position peut intervenir à tout moment. Au fil de quelques mois d'apprentissage, Elisabeth, qui aimait déjà siffler depuis son plus jeune âge, semble trouver son chemin. Quand j'ai installé les classes culturelles dans les écoles, j'étais vraiment contente parce que j'aimais la musique. Donc, c'était une occasion pour moi, une grande occasion pour moi de m'exercer, d'avoir plus de connaissances sur mes connaissances antérieures. On apprend aux apprenants à jouer à la guitare, au piano, à la trompette et à la batterie. Quelqu'un qui est initié peut décider demain de devenir artiste. Vous savez que ça développe l'esprit esthétique, ça permet de mieux travailler en groupe. Moi qui suis ici, j'ai été chef d'orchestre du lycée technique au Coulibaly. Ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'être en train de travailler ici. J'avais disposé d'une chaise pour s'asseoir, une chaise quoi. J'ai mis un balai, le balai qu'on prend pour balayer en classe. C'est ça que j'ai mis sur la chaise et je prends 2 règles pour jouer. Ma première batterie, c'était ça. Et je tapais les pieds sur le sol comme ça. Aujourd'hui, ils ont le matériel disponible déjà. Ils ont des partitions devant eux et ils jouent. Ils interprètent ce qui est écrit sur le papier. Et ce qui est écrit sur le papier, c'est universel. Cette situation d'apprentissage réjouit à plusieurs égards les anciens. À la suite de Jean Adagbenon, Vincent Ahehehenou prend la place. Un musicien qui ne sait pas jouer d'un instrument de musique ne saurait apprivoiser le temps. La musique, c'est le temps. Quand vous commencez par un instrument avant de venir à la chanson, vous êtes parfait. Seul membre encore vivant de l'emblématique groupe Polyrythme. Nos chansons d'il y a 50 ans, 60 ans, voyagent aujourd'hui et nous font vivre. C'est ce que je voudrais pour mes enfants. Travailler pour que ce que vous avez fait travaille pour vous demain. La musique, un langage universel, un art qui transcende les barrières. Plus elle est originale, mieux elle vaut. Chercher à se singulariser dans cet art serait un atout personnel et une fierté nationale. Les classes culturelles, musicales, donneraient-elles toutes les armes à ces apprentis? Sont-ils ainsi partis pour assurer la relève? Des interrogations auxquelles les années à venir apporteront des réponses. Et on va peut-être déjà commencer par avoir un début de réponse avec mes invités ici en plateau ce matin. Madame Laetitia Niélé Faladé, elle est superviseure en art plastique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Amégan. Comment allez-vous? Bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir ici sur la matinale de Bénin TV. Bonjour le Bénin. C'est un plaisir. Et en face de vous, Stanislas Degbo, il est superviseur danse. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Amégan. Comment allez-vous? Je vais bien. Mais c'est un bonheur également de vous avoir sur ce plateau pour partager ces moments en compagnie des téléspectateurs. C'est un bonheur partagé. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous pour les téléspectateurs? Quand on parle de Stanislas Degbo, c'est vrai que c'est un nom que les connaisseurs connaissent, mais pour le téléspectateur lambda, c'est qui? Oui, je commence par dire d'abord bonjour à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent depuis là où ils sont actuellement. Et
Moi, on m'appelle par le nom d'Egbo, prénom Stanislas. Je suis danseur à la base, chorégraphe, le fondateur de l'ensemble artistique et culturel Les As du Bénin. Après, j'ai été élu par mes pairs président du Conseil national des organisations d'artistes et aujourd'hui promu à un poste de conseiller au Conseil économique et social. Très bien. Ça fait plaisir de vous avoir. Madame Laetitia, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous également. Bien sûr. Laetitia Yele Falade, épouse. Je suis tellement habituée à la fois, qui dit Laetitia, qui dit Yele, qui dit Madame Falade, c'est la même personne. Donc, je suis plasticienne. J'ai fait l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. D'accord. J'ai enseigné et je continue d'enseigner le dessin et les arts plastiques. J'ai été cadre du ministère en charge de la culture. Aujourd'hui, superviseur des classes culturelles en arts plastiques dans le département de l'Atlantique. Vous cumulez au total combien d'années d'expérience dans ce monde? Depuis l'année scolaire 1990-91. Donc on parle de presque 35 ans, oui. On ne parle de plus de 35 ans oui. Que vous êtes dans ce milieu-là. Oui. Et justement, vous avez suivi le reportage de Karamat Agbataou qui s'est intéressé à un pan de la question, notamment la musique. Oui. Est-ce que cet enthousiasme qu'on a observé auprès des apprenants, c'est ce qui est réel sur le terrain? Ou c'est parce qu'ils ont vu la caméra, tout le monde veut sourire? Non, non, c'est effectif. D'abord, on n'oblige aucun apprenant à intégrer ou à s'inscrire dans une classe culturelle. D'accord. C'est parce qu'ils veulent. Et je crois que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'école. Les élèves qui ont eu cette opportunité l'ont vite saisi pour l'apprivoiser. Et c'est très important. Ils sont heureux d'être en classe culturelle, quelle que soit la discipline. Il y en a même qui veulent faire plusieurs choses à la fois, mais le temps ne le permet pas. À la même heure, oui, et à la même heure, il y a classe sportive. D'accord. Donc c'est au choix. Soit on est en culture, soit on est en sport. D'accord. Alors Stanislas, dites-nous concrètement, quel est votre rôle au quotidien auprès des apprenants? Oui, aujourd'hui, moi, j'assure la supervision au niveau de la section danse dans tout le littoral. Comme vous le savez, il y a plusieurs acteurs de mon secteur qui ont été déployés sur tout le territoire national pour assurer quand même la formation de nos enfants. Et puisque nous, on avait été recrutés en tant que déjà formateurs des formateurs, et nous avions eu le privilège de réaliser tout un programme que devaient normalement suivre les encadreurs. D'où la nécessité d'avoir la supervision pour qu'il y ait du suivi dans l'exécution du programme. C'est ce que nous faisons actuellement. Et à quoi ressemble une journée type d'un encadreur, par exemple? Journée type. L'encadreur, d'abord, avant d'aller au cours, doit pouvoir préparer sa fiche, comme ça se passe dans l'enseignement normalement, suivant le curricula déjà réalisé par les formateurs. Donc, il prépare sa fiche, il sait ce qu'il veut faire en apprentissage par rapport à la danse, il les décline en activités. Et il va sur le terrain, il constate la présence des apprenants, il fait la prise en main des apprenants. Et ensemble, à partir du système que vous connaissez qui est pratiqué au Bénin dans l'enseignement, je vous ai parlé de l'approche par compétence, entre encadreurs et apprenants, ensemble, ils choisissent la danse qu'ils vont apprendre et qui est de leur aire culturelle. C'est très important. Chaque encadreur qui est déployé sur le terrain doit quand même faire référence à toutes les danses exécutées dans l'aire culturelle où il exerce son métier. D'accord, donc si je suis à Savalou par exemple, je dois pouvoir leur enseigner le Tiangoumé, c'est ça? Oui, ce n'est pas l'encadreur qui choisit, comme j'ai dit, c'est ensemble avec les apprenants. Les apprenants, ils leur demandent par exemple, ok, voilà, nous sommes à Savalou, dans votre localité, quelles sont les danses qui sont exécutées chez vous? Les enfants vont citer un certain nombre de danses et l'encadreur va leur dire, quelle est la danse que vous aimez pratiquer le plus? Les apprenants choisissent et c'est à partir de ça que lui, il commence à faire son travail de formateur en donnant les techniques nécessaires d'exécution de cette danse à ses apprenants. D'accord. Alors, vous y consacrez combien de temps par semaine à cette activité? D'abord, les apprenants sont répartis en deux groupes, le niveau 1 et le niveau 2.
Le niveau 1 dispose de 2 heures par semaine et le niveau 2 de 3 heures. Le niveau 1, c'est le premier cycle et le niveau 2, c'est le second cycle. Mais il faut constater que sur le terrain, ceux qui veulent vraiment sont là les 2 jours. D'accord. Ils sont là les 2 jours. Et comme l'encadreur doit s'adapter à son environnement, les encadreurs arrivent à gérer les 2 groupes, les 2 fois, quand la chose est possible. Et les programmes qui sont exécutés, comment est-ce qu'ils sont construits? Est-ce que vous suivez, est-ce qu'il y a des curricula de formation qui ont été conçus pour ce programme? Autant on peut donner des cours d'histoire géo, on sait que cette année, on va apprendre, on va donner des cours sur le royaume du temps romain, on va parler du X et du Y. Absolument. Nous sommes en classe culturelle pour l'initiation de nos apprenants. Donc, nous ne sommes pas encore en train de former des artistes, mais nous amenons nos enfants, nos apprenants, nos élèves à aimer, à connaître les b.a.-ba de l'art qu'ils ont choisi. Et là, nous avions, pendant la période où nous avions travaillé sur les curricula, nous avions ciblé et travaillé sur les programmes. En art plastique, par exemple, nous avions le dessin, qui est la base de tout, la peinture, la sculpture dans toutes ses formes, la calligraphie, le graphisme, les arts textiles, la photographie. Donc tout ce qui est malléable, visuel et qui participe d'une certaine esthétique, oui, nous amenons les apprenants à s'en occuper. Et comme l'a dit tout à l'heure, toutes les classes culturelles travaillent sur la base d'une fiche pédagogique. Et par rapport au temps réparti, quand j'ai 2 heures de cours, je dois pouvoir programmer ce que je dois faire pendant les 2 heures. Mieux, en art plastique, ils sont 2. Vous voyez, toutes les disciplines que j'ai citées en art plastique, c'est beaucoup. Quelle que soit votre expertise, il n'est pas évident que vous soyez brillant dans toutes disciplines. Être à 2 permet de pouvoir travailler ensemble avant le cours, s'entendre pour pouvoir apporter quelque chose aux apprenants. Donc, pendant les 2 heures, j'essaie de répartir à peu près 2 heures, les premiers moments, les premières minutes, la prise de contact. Ensuite, on fait un testage sensoriel. D'abord, l'apprenant sait avant le cours de quoi on doit parler. Et nous enseignons, il y a un cours sur l'environnement culturel. Ça rejoint ce que M. Degwa dit. C'est pour vous dire que quelle que soit la discipline, les disciplines, nous travaillons sur l'environnement culturel. Figurez-vous que tout le monde fait du dessin, tout le monde fait de la peinture. Et tout le monde veut ressembler, veut travailler selon ce qu'on voit à la télé en Europe. Mais c'est faux. Nous insistons à ce que les encadreurs et les apprenants réalisent ressemblent, identifient leur milieu culturel. Très bien. Alors, Monsieur Degbo, dites-nous, est-ce que vous avez déjà repéré des élèves qui vous ont bluffé? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je pense que avant même la mise en opérationnalisation du projet, nos apprenants avaient déjà un talent qui développait déjà en eux. Et ça se constate sur le terrain, à partir de l'engouement que les apprenants donnent à la chose. Aujourd'hui, je peux te dire que moi, je suis d'abord content parce que je suis maintenant sûr que mon équipe que j'ai aujourd'hui aux As du Bénin, cette équipe peut être renouvelée très rapidement parce que je vois des plus jeunes qui excellent en danse, surtout dans nos danses patrimoniales. Il faut le souligner. Ce projet est venu vraiment renouveler tout le secteur, donner un nouveau sang au secteur des arts et de la culture. Donc aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos collèges, dans le littoral, il y a un nombre intéressant d'apprenants qui peut exécuter toutes les danses du littoral, je vais dire. Alors, et comment est-ce que vous arrivez à détecter leur talent? Qu'est-ce qui vous fait dire, ah oui, ce jeune, il a quelque chose de spécial? Parce que d'abord, ça commence par le fait que l'apprenant doit reconnaître les fondamentaux de la danse. Qu'est-ce que je mets dans les fondamentaux? Il y a le temps, il y a le corps
il y a l'espace. Si l'apprenant peut déjà reconnaître le temps des rythmes et de pouvoir poser les pas de base, tout de suite, je peux dire qu'il est déjà en voie d'être un meilleur danseur. Parce que c'est le temps qui détermine tout chez nous autres. Et après, l'exécution de la danse même, dans le corps, dans les déplacements, l'utilisation scénique, tout ça démontre de ce que cet enfant a un talent ou pas. Voilà, c'est comme ça que nous arrivons quand même à détecter ces talents-là, parmi tant d'autres. D'accord. Alors, Madame Faladé, quand vous vous rendez dans les écoles et que vous observez ces apprenants qui ont de l'engouement, qui ont de l'enthousiasme pour ces classes culturelles, qu'est-ce que vous vous dites? Ah, bientôt c'est les vacances, comment est-ce qu'on fait? En fait, l'artiste ou l'apprenant artiste ou l'amateur artiste n'a pas de repos. Ni de retraite. Est-ce que vous continuez pas de travailler? C'est là la question, justement. Oui, vous continuez pas de travailler même pendant les périodes de congés ou de vacances? Nous travaillons. Le travail n'est peut-être pas officiel, mais l'encadreur qui a un impact sur son apprenant est disponible à l'accompagner à tout moment pour améliorer ce qu'il a en lui, ce qui est inné en lui. Donc, pendant les vacances ou non, c'est pour ça que moi j'ai même peur. Il ne faudrait pas que ce projet s'arrête. Parce que même si ça s'arrête, les encadreurs doivent être en mesure de tenir le flambeau. Figurez-vous, quand nous étions jeunes au collège, nous avions fait les classes, les coopératives scolaires. Et il y a eu beaucoup de talents qui sont sortis de ces classes culturelles. Donc c'est une chance aujourd'hui pour que pendant les vacances ou non, le travail continue. Et effectivement, dans les ateliers des encadreurs, beaucoup d'apprenants continuent de travailler. Les parents qui comprennent quelque chose à cela les encouragent. C'est ça, les encouragent. Vous savez, les classes culturelles ne se déroulent que dans un seul établissement par commune. Les parents et les apprenants en demandent vivement que la chose se multiplie pour qu'on découvre les merveilleuses réalisations de nos enfants. Vivre la culture. Très bien. Ça, c'est une magnifique conclusion que vous venez là de faire. Monsieur Debo, si vous devez dire, pardon, en une phrase, pourquoi ce travail vous passionne, que diriez-vous? Oui, ce travail, ma passion pour ce travail est d'abord ma santé. Je dis bien ma santé, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes danseur, l'exercice que vous faites tous les jours en exécutant la danse vous maintient dans la bonne santé. Et c'est la bonne humeur. C'est pourquoi chaque fois que je passe dans les collèges et que j'ai la chance de rencontrer un parent, je dis, permettez à votre enfant de participer à ces cours parce que ça contribue énormément à sa santé. Puisque la danse, avant tout, c'est une activité physique. Ça, c'est la première passion. La deuxième, c'est que je me plais tout le temps de me retrouver sur une scène, en face d'un public, et de démontrer ce que je sais faire. Ça a été toujours un plaisir pour moi. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans la transmission également. Exactement. D'accord. Très bien. Alors, on va vous dire remercier, on va vous dire merci d'être venu sur Bonjour le Bénin, partager cette expérience que vous avez avec les enfants dans nos différentes écoles. Et on va espérer que ce programme des classes sportives puisse s'élargir à plusieurs écoles dans une même commune, parce qu'on se dit, alors, et les talents qu'il y a dans les autres écoles, qu'est-ce qu'on en fait? Je peux ajouter quelque chose rapidement. Nous avions dit que les classes culturelles participent à l'initiation des enfants. Après, c'est que ces enfants vont avoir l'opportunité à l'université ou dans d'autres écoles de perfectionner. D'abord, ça leur permet de choisir, de connaître la diversité de l'art, de choisir un créneau et de se former vraiment. Et nous remercions, ça cadre bien avec le cas de l'actuel gouvernement, et beaucoup d'infrastructures sont réalisées aujourd'hui. Et ces enfants, ces apprenants, auront assez d'opportunités après leur formation
vivre là. Ça a commencé. Je peux donner un témoignage. Oui, allez-y. Il y a déjà un apprenant qui, après déjà 2 ans, le projet a été lancé en 2023. Ben, j'ai rencontré un apprenant du collège à Papa Centre en train de dispenser des cours dans un collège privé de la place. Dit, il est toujours lui-même apprenant, mais il dispense des apprenant et déjà... un apprenant enseignant. C'est pas mal du tout. Merci à vous, monsieur Degbo. Merci également à madame Faladé d'être passée sur Bonjour le Bénin, à partager vos réalités, ce que vous vivez, le bonheur que vous vivez, j'ai envie de dire, au quotidien avec ces enfants. Vous, on peut le dire ainsi, continuez à façonner l'avenir de ces enfants-là. Vous contribuez à quelque chose de magnifique. L'histoire retiendra vos différents noms. Merci beaucoup. Allez, Bonjour le Bénin, nous allons virer. On va s'écarter de tout ce qui est culture, de tout ce qui est classe culturelle, et on va s'intéresser à une préoccupation aux frontières de l'écologie et de l'économie. On parle du Fonds vert pour le climat. À tout de suite. Madame, monsieur, on vous parle du Fonds vert pour le climat. Il est le principal mécanisme financier pour aider les États à atteindre les objectifs d'atténuation. Il a pour ambition de soutenir les pays les moins avancés dans cette lutte. Cependant, les critiques contre ce mécanisme sont trop nombreuses, trop lents, trop lourds, trop complexes. En 5 ans, moins de la moitié des projets proposés par les pays les moins avancés ont été approuvés. Par exemple, Fonds vert pour le climat, pourquoi ça coince? Pourquoi est-ce que ça ne progresse pas? Pourquoi est-ce si difficile de toucher ces sous? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Maxime Diondo. Il est le président de Biz ONG. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, merci. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Ça va. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, je ne sais plus ça remonte à combien de mois ni combien d'années. C'était encore 5 sur 7 matin. Aujourd'hui, c'est Bonjour le Bénin. Enchanté de voir le changement. N'est-ce pas? Oui. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à une préoccupation cruciale, fondamentale, le Fonds vert pour le climat. Ça fait un moment qu'on entend, on va dire, cette expression, ce fonds-là qui a été créé pour encourager les initiatives qui visent à restaurer la planète. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est comme si ces fonds sont là, c'est un mirage, on n'arrive pas jamais à les toucher. Pourquoi, Maxima? Déjà, ça, je dirais que c'est parti déjà de l'accord de Copenhague où on avait dit qu'on devrait mettre sur la table 100 milliards de dollars jusqu'en 2020, ce qui n'est jamais arrivé. Ça voudrait dire déjà que le fonds en lui-même, la banque, elle est vide. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et c'est le plus important pour nous, les pays en voie de développement, c'est tout ce qu'il y a comme complexité autour du processus jusqu'à l'obtention, ou sinon la validation d'un projet. Prenez par exemple, d'abord, il y a deux couloirs. D'accord. Ce que nous appelons les entités accréditées directes, et comme le Fonds national pour l'environnement et le climat au Bénin, c'est-à-dire quoi que vous avez des entités au niveau national qui font le processus et qui arrivent à avoir l'attestation pour dire, j'ai été audité, j'ai toutes les garanties possibles pour être considéré comme entité accréditée à accès direct. Nous avons aussi le deuxième couloir qui sont les entités internationales, les banques internationales comme la Banque mondiale, et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, la FAO, etc. Donc, si vous avez un projet, vous, par exemple, nous au Bénin, on a un projet, on doit obligatoirement passer par l'une de ces deux entités. Soit on choisit les banques là, ou on choisit d'aller vers le FNEC. D'accord. Et ça, c'est le plus direct pour nous, parce que ça, c'est ce que nous appelons un accès direct. Et vous pouvez aller voir le FNEC et dire, j'ai tel projet, est-ce qu'on peut aller ensemble? Parce qu'il n'y a que actuellement au Bénin, le FNEC qui peut soumettre ce projet en tant qu'entité accréditée par l'autorité nationale désignée, qui est le directeur général de l'environnement et du climat. D'accord. Mais là où le bas blesse, c'est tout le processus qu'ils ont mis en place pour que les pays en voie de développement n'arrivent jamais à accéder à ça. Vous n'en avez jamais bénéficié, vous, avec votre organisation? Pas du tout. Vous en avez formulé la demande? Non, parce que exactement, c'est ça, la demande, elle est trop complexe. D'abord... D'accord. Vous n'avez pas éprouvé le système
Mais vous avez... Il y a trop d'exemples qui ont éprouvé le système. Je vous parle par exemple du FNEC. Le FNEC en lui-même, qui est entité accréditée. Et le projet que le FNEC vient d'avoir d'environ 6 milliards, qui est appelé projet local, c'est le projet de financement de l'adaptation au niveau local, ça a pris 4 ans. Un seul projet d'environ 6 milliards a pris 4 ans. Et comment ça se fait? C'est-à-dire que dès que vous soumettez, d'abord, il faut du temps pour concevoir une note conceptuelle. Dès que vous êtes accrédité, le fonds vous-même une petite somme à côté pour dire que c'est ce que nous appelons fonds de préparation. Mais ce fonds de préparation ne peut rien comparer à ce qu'ils exigent comme contenu d'une note conceptuelle. Parce que déjà, ils ne sont pas nombreux au secrétariat en Corée du Sud. Donc, du coup, ils exigent la high-tech, la qualité vraiment supérieure qui doit venir chez eux pour qu'ils ne perdent pas de temps à vous poser beaucoup de questions. Donc déjà, du coup, si vous n'avez pas la capacité d'avoir une très bonne note conceptuelle, ça vous dit que vous passez le temps à faire des allers-retours entre le secrétariat du fonds et vous. Je vous parle de l'exemple du FNEC pour vous montrer pourquoi est-ce que les petites ONG ne peuvent pas se le permettre. Parce que pour arriver à avoir vraiment des données probantes à mettre dans votre note conceptuelle, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de beaucoup d'études. Et vous avez besoin d'avoir de l'expertise qui va s'asseoir et vous rédiger cette note conceptuelle. Ça, c'est la première phase. Et dites-vous bien que la note conceptuelle doit être soumise en anglais. Et quel anglais? Évidemment, de l'anglais académique. Parce qu'il faut que ça passe, il faut que celui qui lit puisse comprendre exactement le contexte dans lequel vous êtes. Et enfin, il faudrait que cette note conceptuelle puisse respecter les 6 critères mis en place par le fonds pour dire que si votre projet n'entre pas en ligne de compte de ces 6 critères dont on dit le potentiel d'impact, la durabilité, l'accord avec les ODD, etc., mais vous ne pouvez pas aller. Donc, et ça, c'est la première partie. Vous voyez tout le temps et tout l'argent qu'il faut déjà pour la note conceptuelle. Et après la note conceptuelle, quand c'est accepté maintenant, il faut s'asseoir et rédiger le plan le projet en lui-même. Ça doit prendre du temps encore. Et quand vous soumettez, évidemment, si la note conceptuelle est acceptée, ça voudrait dire que l'idée est déjà acceptée au niveau du secrétariat. L'idée est déjà acceptée au niveau du secrétariat. On vous dit, bon, on vous donne le feu vert, allez-y, donnez-nous le projet en lui-même. C'est là encore la bataille parce qu'il faut concevoir ce projet. Et pour concevoir ce projet, il vous faut beaucoup d'études, il vous faut des données. Il faut s'asseoir et avoir de l'expertise pour arriver à concevoir. Et qui finance cette expertise pour justement, c'est vous-même. Et si à la fin ça n'aboutit pas, vous aurez perdu des fonds? Vous aurez perdu. C'est pourquoi déjà ce qu'ils appellent readiness et préparation, c'est-à-dire ils disent quand vous êtes accrédité, on vous met une petite somme, c'est dérisoire. Bon, c'est ça le Bénin utilise pour arriver à proposer ces notes conceptuelles, mais normalement non. Ce sont qu'on vous met à disposition pour vous préparer, a pour objet de vous asseoir avec toutes les parties prenantes de votre pays pour dire, écoutez, nous, le pays se décide d'aller dans tel domaine, donnez-nous sinon définissons des idées de projet pour qu'ensemble, on puisse maintenant mettre des experts sur ce projet-là que vous voulez donner et sortir la note conceptuelle. Vous voyez? Donc, du coup, ils ont tellement corsé le système que, comme vous l'avez si bien dit, je crois actuellement, on est autour de 62 entités accréditées à accès direct. À peine, je dis bien à peine, ils ont pu avoir que le tiers. Parce que il y en a qui se découragent carrément et qui maintenant se tournent vers les institutions internationales. Évidemment, c'est de grosses machines qui ont l'expertise en place, mais dites-vous bien que ces institutions internationales ont les frais de gestion. Et les frais de gestion, c'est parfois 30-35% de ce que vous devez prendre dans le pays. Vous imaginez 30 à 35% de 10 milliards ou 50 milliards ou 250 milliards. Donc,
c'est important. C'est pourquoi nous, dès que par exemple on a décidé ici de mettre les fonds et préjudices encore entre les mains des institutions internationales, on a dit non. Il faudrait que ce soit un fonds disponible pour que dès que les pays sont dans le besoin, ils puissent exprimer et avoir directement accès à ce pays. Il est vrai que actuellement, ils ont tendance à accélérer le processus, mais vous êtes toujours sur un délai très long pour nous, les pays en voie de développement, qui ont besoin d'abord, c'est ça, d'abord de ressources pour préparer la note conceptuelle. Parce que si votre note conceptuelle n'est pas bonne, vous imaginez, ils reçoivent des milliers de projets. Donc, et ils ne sont pas nombreux au secrétariat. La sélection est rigoureuse. La sélection, elle est rigoureuse. Et comme ils n'ont pas de temps, dès qu'ils commencent à lire et que ça ne cadre pas déjà avec leurs critères et que le langage n'y est pas et qu'ils trouvent que, permettez-moi le terme, que c'est un brouillon, ils le mettent de côté. Après, dès qu'ils auront le temps d'étudier les autres qui passent, ils peuvent maintenant, puisqu'ils ont l'obligation de se prononcer sur votre note conceptuelle, là, il faut les commentaires qu'ils vous renvoient. Maintenant, vous vous remettez encore au charbon. Non, c'est pourquoi beaucoup d'ONG ont préféré ne pas se lancer dans ça. Parce que c'est un mirage. D'abord, c'est chronophage et aussi ça bouffe beaucoup de... Bon, je ne dis pas que c'est un mirage, mais franchement, ça ressemble à cela parce que ils ont tout fait pour que l'accès ne soit pas si aisé. Parce que, au fait, quoi, ils se disent encore que oui, nous, les pays en voie de développement, que nous n'avons pas cette capacité de gestion. Donc, il faut mettre assez de garde-fous pour que cet argent passe par les mécanismes qu'eux-mêmes, ils ont mis en place, ce qui est une aberration à notre niveau. Alors, qu'est-ce que vous faites, ou du moins que font les organisations internationales, les organisations de la société civile qui interviennent dans les questions de climat, font justement pour faire bouger les lignes, pour qu'enfin ce fonds qui est mis sur la table depuis quand même plusieurs années déjà puisse réellement servir, parce que selon les chiffres, moins de la moitié des projets proposés par les pays les moins avancés ont été approuvés depuis la création de ce fonds. Oui, et malheureusement, ils nous permettent d'être observateurs au niveau du fonds et nous avons voix au chapitre. Donc nous sommes observateurs, nous sommes bien là. J'ai participé à plusieurs board meetings et là, tout comme les États, on a la possibilité de porter nos exigences. Et c'est là on leur a dit très clairement qu'il faut déjà qu'ils portent le Readiness Fund et le fonds de préparation là, à tout au moins entre 100 000 et 250 000 dollars. Oui, entre 100 000 et 250 000 dollars. Ça, ce n'est que pour le fonds de préparation. Et maintenant, pensez à une cagnotte importante pour la préparation des notes conceptuelles. C'est vrai qu'ils sont en train de dire que c'est à l'étude au niveau du programme, mais c'est important pour que, s'ils veulent vraiment que les pays en voie de développement aient accès à ce fonds, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on ait des ressources pour la note conceptuelle. Parce que dès que vous proposez votre idée de projet, le secrétariat vous accompagne. Le secrétariat vous accompagne de manière technique. Technique, d'accord, mais c'est vous qui dépensez ici pour avoir les données, pour mettre tout ça en branle et arriver à avoir une acceptation ou non de votre note conceptuelle. D'accord. Alors, pour finir, Maximin, comment est-ce qu'on fait pour changer la donne? Quelles sont les méthodes, les mécanismes qui existent aujourd'hui ou les moyens de pression sur lesquels on peut s'appuyer pour changer la donne? Vous savez, malheureusement, au niveau des mécanismes de financement, les mécanismes de financement des actions climatiques, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de contraintes à mettre sur les États, puisque c'est des contributions volontaires. Comme c'est des contributions volontaires, et ça va encore se corser si vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde. Les États-Unis se sont encore retirés de l'accord de Paris. Ça voudrait dire que c'est moins d'argent qui vient dans la cagnotte. Et en Europe, maintenant, un peu partout, on a de plus en plus d'élections
des partis nationalistes et des partis conservateurs, c'est encore eux qui constituent le gros souci maintenant parce que ce qu'ils appelaient l'aide au développement est en train d'être réduit de manière drastique. D'accord. Donc, du coup, on a moins d'argent et ça va être compliqué. Il faut qu'on soit conscient que ça va être compliqué et ce qu'il faut faire, c'est de travailler à l'interne. C'est le plus important, travailler à l'interne pour lever la mobilité et les finances climat au niveau interne. Parce que si je prends l'exemple du Bénin, le privé a de l'argent au Bénin, mais le privé ne sait pas où mettre cet argent. Le FNEC, qui est une entité accréditée, qui est une agence du gouvernement, peut gérer cet argent s'ils ont peur d'aller directement vers les entités pour les financer. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maximin, pour ces explications. On comprend davantage pourquoi ça coince au niveau du Fonds vert pour le climat et on espère que, justement, toutes ces personnes qui mènent le même combat que vous, ensemble, vous puissiez trouver une solution. Passez une excellente journée. Et pareil à vous. Allez, bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant, le forum de discussion, le débat matinal. On va s'intéresser aujourd'hui à l'hygiène et à l'assainissement. Vous le savez, c'est la journée nationale qui y est dédiée. Propreté, c'est santé, dit l'adage. Mais au-delà du proverbe, c'est aussi une question de dignité, de sécurité et de développement. Chaque coin de rue propre, chaque geste d'hygiène posé, chaque espace assaini est un pas de plus vers un Bénin plus sain. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement, nous braquons nos projecteurs sur cette cause essentielle qui nous concerne tous au quotidien. Dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos rues, l'hygiène est bien plus qu'une habitude, c'est un pilier de santé publique. Comment cette journée est-elle célébrée? Quels sont les enjeux? Qui sont les acteurs de l'ombre qui veillent sur la salubrité de nos espaces de vie et surtout, comment chacun de nous peut devenir un acteur du changement? Nous faisons le débat avec autour de la table Alain Tossounon, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Comment allez-vous? Très bien. En face de vous, ce matin, Félix Adenika, il est expert en eau et assainissement. Bonjour Félix. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien. Alors, messieurs, avant de prendre vos avis sur le sujet, je vais vous inviter à regarder cette image qui a été publiée sur les réseaux sociaux et qui dénonce une situation. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle le lieu dit Goudron ou pavé Kirikou, si vous le voulez, c'est l'ancien nom. Aujourd'hui, c'est un bitume qui passe par là et qui mène vers le marché de Gros, de Calavi. Et on voit là les caniveaux jonchés avec un émoticône de colère et le pouce pointé vers cette situation. Alain Tossounon, comme pour dire, quand est-ce qu'on a déjà fait cet ouvrage et vous avez déjà commencé par le détruire? Oui, effectivement, c'est l'un des problèmes que nous avons en matière d'hygiène publique. Et pourtant, nous avons cette bonne loi qui a été votée en 2022 et qui donc prévoit des sanctions pour des personnes qui s'adonnent à ce genre donc, de pratiques. Avec cette loi, en principe, on ne devrait plus observer donc ce genre de pratique. Malheureusement, cette loi les dispositions ne sont suffisamment pas connues, même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Il se trouve effectivement que certains ne savent pas encore que jeter les ordures aux abords des voies est réprimé par la loi. Donc je pense qu'il y a un travail à faire et c'est pour cela que cette journée qui a été consacrée à l'hygiène et l'assainissement de base permet justement, cette journée à sa 15e édition, permet justement de sensibiliser et de rappeler l'importance donc de maintenir son cadre de vie sain pour pouvoir donc garantir la santé et le bien-être des populations. Alors Félix Adinka, quand on voit ces images, on est outré, on est sidéré par le comportement du Béninois qui peut détruire un ouvrage par ses mains, alors que ce sont des ouvrages d'assainissement qui permettent à l'individu, au citoyen, d'avoir un cadre de vie assaini.
Aujourd'hui, on ne peut plus reprocher au gouvernement de n'avoir pas travaillé sur l'assainissement des grandes villes, notamment dans le Grand Nokoué, avec la société de gestion des déchets. Mais il y a l'incivisme. Il y a que les citoyens n'ont pas encore compris l'enjeu de s'abonner et d'avoir des pratiques, des comportements citoyens pour améliorer leur cadre de vie. Et Alain vient de le dire, nous avons les dispositions légales et réglementaires qu'il faut appliquer. Et ces dispositions manquent pas de rigueur, mais d'accompagnement pour que la mise en œuvre soit effective. Nous étions ici, vous vous rappelez, la dernière fois où quelqu'un s'est permis de creuser au beau milieu de la voie pour déverser sa fosse, les contenants de sa fosse. Donc voilà des pratiques qu'il faut sanctionner avec la dernière rigueur. Malheureusement, les autorités locales sont complaisantes en ce moment, peut-être parce qu'elles n'ont pas tout le soutien, tout l'appui nécessaire pour exercer leurs compétences. Alors, monsieur, aujourd'hui, on célèbre la journée nationale. Alain l'a rappelé tout à l'heure, la thématique autour de laquelle on célèbre cette journée est hygiène et assainissement, un engagement citoyen pour des villes propres, la prévention des maladies et le bien-être communautaire. Ça tombe sous le sens quand on parle d'hygiène, d'assainissement, de prévention de maladies et de bien-être communautaire. On le sait tous, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Alain Touchounon, aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur des initiatives communautaires qui sont en passe de disparaître. Autrefois, je m'en souviens, les samedis ou les dimanches, le week-end, on s'entend dans la communauté, dans une rue, dans un quartier, et tout le monde se lève le matin, coupe, machin, à gauche, à droite. Et ensemble, on fait de la salubrité publique. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces initiatives ont totalement disparu, qu'on a délaissé le travail ou l'entièreté du travail à la société de gestion des déchets et de la salubrité. Bon, c'est un peu regrettable d'en arriver là. On peut remonter à la Révolution, où pratiquement... il y avait cette journée-là où tout le monde sortait. Tout le monde sortait. C'était un mouvement général, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On n'avait pas besoin de rester derrière quelqu'un pour faire ce travail-là. Également aussi dans les écoles, avec les enseignants qu'on avait, on nettoyait carrément donc, la cour de l'école, les alentours de l'école et tout. Et il y avait surtout ces clubs de santé qui existaient dans ces écoles et où déjà l'enfant était responsabilisé, l'un pour nettoyer la salle de classe, l'autre pour veiller au lavage des mains avant donc, la récréation et après. Mais c'est des habitudes qui ont, comme vous l'avez dit, progressivement disparu. Il faut dire qu'on a tenté de les ramener. On parle des journées de salubrité. Les maires ont tenté, et tentent encore, je vais même dire, parce que ça n'a pas totalement disparu, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que les maires aujourd'hui éprouvent des difficultés à sortir les citoyens et à faire ce travail-là. Juste quelque part, ce n'est pas parce que le travail est finalement dévolu à la société de gestion des déchets et de la salubrité, on se dit, bon, il y a des gens qui sont payés pour le faire, donc on n'a plus besoin de le faire. Bon. Oui, bon, on peut le dire dans le Grand Nokoué parce qu'on voit beaucoup plus cette société-là dans le Grand Nokoué, en attendant qu'elle se déploie dans les autres communes, puisque maintenant elle a vocation à aller ouvrir toutes les 77 communes. Mais c'est bien dommage parce que la société à elle seule, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout faire. C'est vrai qu'on parle des déchets solides ménagers, mais vous avez aussi les eaux usées que les gens déversent voilà, au niveau des caniveaux, qui sont en principe exclusivement destinés au transport donc des eaux fluviales. Donc le mal est là. Les autorités locales qui ont essayé avec l'appui d'un certain nombre d'organisations de mobiliser les citoyens pour l'hygiène publique n'y parviennent pas parce qu'on entend. Vous savez très bien qu'avec pour sortir un citoyen maintenant, il faut lui donner un peu d'argent. Vous voyez, la politique a fait que effectivement tout ce qui est aujourd'hui communautaire, il faut sortir de l'argent. Ça fait que effectivement les citoyens ne sont plus disposés à véritablement donc le faire. Donc je pense qu'il y a un travail qu'il faut faire et je pense aussi qu'il y a la communication qu'il faut
intensifier pour montrer aux gens que même si vous avez des ordures devant votre maison ou devant, voilà, ou quand vous rejetez des eaux usées devant votre maison, ça peut vous revenir dans vos plats. Puisque quand les eaux de ruissellement vont les amener dans les plans et cours d'eau, et vous allez manger le poisson que vous achetez au marché, vous ne savez pas si ce poisson a été pêché dans ces eaux-là. Donc, je pense que c'est important de renforcer la sensibilisation, et c'est là où encore on a encore du chemin, parce qu'on se rend compte qu'on n'en parle pas très souvent. Nous, on fait ce qu'on peut au niveau du cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau. Vous avez plusieurs organisations qui travaillent dans des communes et autres, mais qui n'arrivent pas à couvrir. Les initiatives ne couvrent pas tout le territoire. Et vous voyez aujourd'hui, déjà le sous-secteur en lui-même n'est pas porté comme il le faut. Il manque un leadership, il manque des ressources. Et donc ce positionnement a fait qu'aujourd'hui, c'est un sous-secteur qui est laissé pour compte, alors qu'on voit qu'avec l'accès à l'eau potable, comment il y a un engagement fort, un leadership fort, avec des ressources très importantes. Alors que si on donne de l'eau potable aux gens et on ne s'assure pas également que le cadre de vie est assaini, c'est qu'on ne peut pas donc infléchir donc la courbe des maladies. Donc je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Alors Félix Ading, qu'est-ce que vous pensez justement que l'assainissement, ça demeure le parent pauvre? Ça fait quand même la 15e journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement. On a l'impression que c'est une journée qui n'intéresse pas grand monde. Il n'y a pas de grands discours qui sont prononcés. Ça passe comme une journée totalement inaperçue. Réellement, c'est vraiment dommage. Parce qu'une journée nationale, une journée statutaire, c'est pour sensibiliser. Et je suis resté à la télé hier, tard la nuit, j'attendais le discours, l'allocution du ministre en charge de l'hygiène et de l'assainissement pour nous donner un message fort. Regardez le thème de la journée. Engagement citoyen pour les villes propres, protection sanitaire, cadre de vie communautaire. Mais j'attendais un message, puisque ça manque qu'on nous pousse à l'action, qu'on nous pousse à la citoyenneté en matière d'hygiène et d'assainissement. Voilà, le ministère, peut-être que ça va venir après, mais on attendait ce message-là pour nous dire, voilà ce qu'il faut faire, il manque quelque chose, il faut qu'on agisse. L'hygiène et l'assainissement, vous avez bien dit, parents pauvres, orphelins, pas de tuteur. Donc, évidemment, c'est ce que vous voyez là. Et s'il n'y avait pas la société de gestion des déchets, vous n'aurez pas su ce qui se passe dans ce pays. Cotonou serait invivable. Mais il faut que nous puissions profiter de ce que vous nous offrez pour lancer un appel aux autorités, mais aussi aux citoyens. Et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. L'OETB, on dit BNTV aujourd'hui. Et tout le réseau forme la SRTV. BNTV, on va vous nommer champion de l'hygiène. Parce que ce que vous faites, à chaque occasion, à chaque opportunité, vous mettez l'accent sur le mal et vous obligez les gens à changer de comportement. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour changer la donne? On voit aujourd'hui que la SGDS est en train d'abattre un travail formidable, incroyable, ce qui fait que de plus en plus le Bénin, en termes de propreté, en tout cas nos grandes villes, Cotonou en l'occurrence, en termes de propreté, ça se voit, ça se vit, ça s'observe au quotidien. Sauf que, dans nos agglomérations, dans nos rues, ce n'est pas toujours ce que cela devrait être. Le citoyen n'est pas suffisamment éco-responsable. C'est ça, c'est le mal. Et puis, aujourd'hui, la société de gestion des déchets a les grands moyens. Moi, ma préoccupation, c'est jusqu'à quand on peut tenir. Et on a voulu associer les usagers pour dire on va commencer par payer, par supporter les redevances. Je voudrais qu'on invite un responsable de la Société Générale. La manière, l'approche, je ne suis pas sûr qu'ils soient autour de... Ils ne peuvent même pas atteindre 20% de recouvrement de ces standards. Donc, il faut changer l'approche. Il faut mettre le citoyen au cœur de cette dynamique de recouvrement des coûts. Ils font un travail formidable. Jusqu'à quand on peut aller sur cette approche-là?
Donc il faut qu'on change fondamentalement, qu'on implique le citoyen. Vous parlez des journées de salubrité, ça existe encore au Nigeria. Aujourd'hui, un dernier samedi au Nigeria, vous ne pouvez pas circuler, malgré qu'on dit que le Nigeria est un pays à croissance économique la plus développée d'Afrique. Il n'y a que les citoyens participent. Et il faut qu'on en vienne qu'on trouve un moyen pour Alors, si on était sur un terrain de foot, j'allais vous nommer Kevin De Bruyne, parce que vous venez de m'offrir là une belle passe décisive pour introduire Maurice Tantan, puisqu'on parle justement de ces campagnes communautaires de salubrité qui sont en voie de disparition. Comment revitaliser ces initiatives? Selon vous, c'est la question que nous avons adressée aux internautes de Bénin TV, de tout le réseau d'ailleurs de la SRTB, pour recueillir leur avis afin qu'ils puissent participer au débat. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Emma Namegan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Initiative oubliée ou c'est toujours la nostalgie des vieux jours? Alors, on a eu quelques commentaires sur la question du jour. Il faut dire que les commentaires sont partagés, les avis sont partagés sur le sujet. Il y en a qui estiment qu'on n'est plus obligé de parler d'initiatives communautaires de salubrité publique à partir du moment où la SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité, existe. Et puis, certaines personnes qui ont suggéré quelques moyens pour revitaliser, comme vous l'avez dit, ces initiatives communautaires de salubrité publique. Quelques commentaires ce matin, juste pour résumer ces avis. Je commence avec Georges Dédédi, qui justement nous dit on n'a plus besoin de faire des campagnes de salubrité aujourd'hui parce que la nouvelle société de gestion des déchets de la salubrité est là, la société de gestion des ordures. Donc, qui dit salubrité dit propriété, cette propriété doit être bien faite. Il faut des poubelles publiques qui doivent être pourvues dans toutes nos grandes villes, dans toutes les villes plutôt du pays, et que ces poubelles-là doivent être vidées quotidiennement. Sujet Georges Dédédi. Sur la même question, Prévet Jossou a une autre approche. Il dit voici quelques idées pour revitaliser les campagnes communautaires de salubrité. Il faut de la sensibilisation, c'est-à-dire organiser des campagnes éducatives pour montrer l'importance de la salubrité. Il faut des partenariats avec les autorités, notamment les autorités locales, en intégrant ces initiatives dans les politiques public local, écrit Prévet Jossou, qui ajoute qu'il faut nécessairement des événements attractifs comme des challenges et des récompenses pour motiver la participation des citoyens à ces mobilisations. Il faut communiquer sur les réseaux sociaux en encourageant l'engagement des jeunes et partager donc les actions qui sont réalisées. Il faut aussi des groupes de volontaires, mettre en place un suivi régulier pour assurer la pérennité des actions conclues. Prévet Jossou. Un dernier commentaire sur la question Zoul Traoré Guédé qui nous dit bien vrai que les agents de salubrité travaillent dans les grandes villes, on peut aussi les avoir dans les autres villes du pays. Sur donc la même question, on peut aussi sensibiliser les chefs du quartier afin qu'ils sensibilisent à leur tour la population de leur milieu. Voilà donc ce que les internautes ont écrit sur la question du jour de ce mardi 15 avril 2025. Et vous, Maurice, quelle est votre approche sur la question? Je pense que c'est une approche qui doit être globale. Il faut de la sensibilisation. Moi, je pense que les deux premiers points que je vais retenir, c'est la sensibilisation et la responsabilisation des autorités locales, donc des élus locaux qui ont un rôle important à jouer en ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement dans les localités de notre pays. Merci Maurice Tantan, ça fait plaisir de toujours vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Alors Alain Tochenon, que peut-on face à des citoyens qui estiment que le rôle de la salubrité publique est dévolu à une société d'État? Bon, je vais faire deux observations. D'abord, quand on parle de l'hygiène de l'assainissement de base, on se focalise davantage sur les déchets solides ménagers. On l'a vu à travers la réaction donc, des internautes. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que vous avez l'hygiène de l'eau, le lavage des mains, la question des toilettes, donc tout ça. Et c'est pour cela qu'il faut bien, et c'est ma deuxième observation, oui, nos villes du Grand Okoye sont maintenant belles, elles sont propres. Mais est-ce que dans les maisons, tout est propre? Et c'est là le challenge. Est-ce que l'hygiène de l'eau, est-ce que le lavage des mains est systématique?
Et je voudrais rappeler qu'après Covid, on a tout abandonné. Et c'est bien dommage. Le lavage des mains, tous les dispositifs ont disparu. On n'a pas su consolider les acquis. Même dans les écoles, il y avait cette note de service qui a contribué à généraliser les dispositifs de lave-mains. Mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Tout le monde s'en fout. La note de service, je pense qu'elle est toujours en vigueur. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça n'a jamais été rapporté. Ça n'a jamais été rapporté, mais on a abandonné. Les dispositifs sont devenus quoi? Je vous dis, au Japon, quand ils ont, comment on appelle, après les crises comme ça, de choléra, des maladies et autres, mais c'est des lavabos dans les écoles et tout le monde se lave les mains. Au Nigeria, après la crise de l'Ebola, mais qu'est-ce qu'on a constaté? Le lavage des mains a augmenté de 60% dans les écoles. Donc les gens tirent leçon des crises, après les crises. Mais nous, on a fait chuter tous les acquis, abandonné tout. Et aujourd'hui, on est encore là. Si les enfants ne se lavent pas les mains, ils ne vont pas l'apprendre davantage aux parents à la maison. Et on en est là, on tourne en rond. Or, l'OMS dit que si on arrive, les interventions en matière d'hygiène, en matière d'éducation à l'hygiène, peuvent comment on appelle, réduire de 45% les maladies diarrhéiques. Mais qu'est-ce qu'on attend? Parce que, en fait, quand on parle d'hygiène d'assainissement de base, bon, les gens, ils prennent ça sur une approche sectorielle, mais c'est une arme pour lutter efficacement contre les maladies diarrhéiques. Parce qu'aujourd'hui, la diarrhée continue par tuer les enfants, le choléra continue par tuer. Ben, on a chaque année des crises de choléra parce que, justement, on ne sait pas approprier toutes ces bonnes pratiques d'hygiène-là. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut sortir de cette approche sectorielle, penser que la question de l'hygiène de l'assainissement de base va être seulement l'affaire du ministre de cadre de vie ou du ministre de la Santé, mais que les responsables des secteurs, donc de l'enseignement, même du tourisme, parce que vous ne pouvez pas faire du tourisme lorsque les gens ne sont pas, dans les villages et autres, ne sont pas en bonne santé, tout ça. Donc je pense qu'il faut un mouvement général, il faut que tout le monde s'investisse. Et pour terminer sur la question de ce qu'on a vu, sur l'image, mais après le vote de la loi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on fusionne la police sanitaire avec la police environnementale. Aujourd'hui, on n'a pas d'effectifs. Alors, il faut qu'on ait ces policiers dans nos quartiers, dans nos villes, pour pouvoir réprimander ce genre donc, de comportement, afin qu'on n'ait plus ça. Aujourd'hui, l'État fait beaucoup pour aménager les voies et autres, mais si derrière, on vient jeter chaque matin les eaux usées dans ces mêmes infrastructures, c'est qu'elles ne seront pas durables. Donc, je pense que nous avons intérêt à garantir, à investir pour faire de ce sous-secteur-là un sous-secteur aussi, l'inscrire au rang des priorités, afin aussi de faire en sorte que les infrastructures qu'on est en train de voir, là, que ces infrastructures soient durables. Très bien. Et aussi, surtout, pour garantir donc, la santé des populations. Merci beaucoup à vous, Alain Toursonon, pour votre participation à ce forum de discussion. Merci également à Félix Adénika, toujours présent chaque fois qu'on le sollicite pour venir porter la réflexion, pour venir partager sa lecture d'un sujet qui touche à l'eau et à l'assainissement. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre combat. On sait que vous êtes très engagé sur ces questions-là et on vous souhaite d'être toujours disponible pour nous également. Merci beaucoup. Allez, bonjour le Bénin. Un dernier rendez-vous, une dernière escale avant de descendre de l'avion, peut-être du bus, peut-être même de la moto. C'est avec Marcel Arrossi. Marcel Arrossi avec nous pour la revue de presse. Marcel, une âme à double tranchant à la une donc chez Fraternité, un gros dossier. Sur les travaux dirigés. Bien sûr, Fraternité alerte. Les travaux dirigés censés soutenir les élèves servent de prétexte à une portion d'enseignants pour bâcler les programmes scolaires. Le journal dénonce une déviance certains enseignants, par exemple, mus par des intérêts financiers, écourtent les cours officiels au profit des séances parallèles souvent payantes. L'expression récurrente, on verra ça au TD, devient un levier de pression pour inciter les élèves à s'inscrire. Résultat, inégalité d'apprentissage, démotivation chez les élèves non inscrits et surcharge financière pour les parents. Le quotidien rapporte les propos d'élèves et de parents désemparés. Bella, collégienne en classe de 3e par exemple, confie avoir repris son année faute d'avoir suivi les TD du côté des enseignants. Certains reconnaissent la pratique tout en tenant
tout en tentant de la justifier par des contraintes de temps et de gestion de classe. Fraternité pointe également une nouvelle forme d'autorité pédagogique, celle des répétiteurs. À l'école primaire, les enfants préfèrent se référer au maître d'études plutôt qu'à l'enseignant en classe, créant donc des tensions et une confusion pédagogique. Ce n'est pas que le maître d'études, ce n'est pas ce que le maître d'études a dit, affirment-ils à leurs parents ou enseignants. Le journal révèle aussi une tendance inquiétante des établissements déconseillent aux parents de faire appel à d'autres répétiteurs que ceux de l'école, renforçant l'idée d'un système parallèle contrôlé et monétisé. Et puis Marcel, à la une également, une prouesse historique réalisée dans le domaine de la cardiologie pédiatrique. Le confrère de la matinée met à l'honneur une intervention historique réalisée au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune CHUMEL, où une équipe dirigée par le professeur Philippe Adiagba a sauvé une fillette de 2 mois atteinte d'une grave malformation cardiaque. Le journal souligne la fin d'une ère d'évacuation sanitaire systématique grâce à cette intervention de haute technicité en introduisant un ballon dans le cœur pour ouvrir le foramen ovale et rétablir la circulation sanguine. L'équipe médicale béninoise a réussi un exploit chirurgical sans précédent dans le pays, selon le journal, redonnant donc espoir à une famille et plus largement à tout un système de santé en quête de performance locale. La rédaction salue la synergie exemplaire entre les services de cardiologie pédiatrique, de réanimation, de radiologie et de chirurgie cardiaque, une dynamique observée sous la houlette du directeur général du CHUMEL. Au-delà de l'émotion, l'article, le confrère de la matinée, insiste, ce n'est pas un hasard, mais le fruit d'années de rigueur, d'investissement et de foi en la science, un signal fort envoyé au monde. Le Bénin sait sauver des vies ici par ses propres moyens. C'est bien aussi, Marcel, de mettre en lumière ces exploits. Et pour finir, on parle de tension entre la France et l'Algérie. Une affaire judiciaire ravive les braises diplomatiques. La presse algérienne et ouest-africaine tire la sonnette d'alarme face à une énième crise entre Paris et Alger. Confluence Algérie dénonce une paix très fragile entre les deux capitales plombées par l'affaire judiciaire dite Amir qui remet en cause les efforts récents de rapprochement. Confluence souligne que cette arrestation intervient peu après un appel téléphonique entre les présidents Tebboune et Macron, censé marquer une phase de normalisation. Le ministre algérien des Affaires étrangères rejette les arguments du parquet français, exige la libération immédiate de son agent et alerte sur les lourdes conséquences diplomatiques d'un tel acte. Paris, de son côté, oppose la séparation des pouvoirs et défend l'indépendance de la justice dans son pays. Dans un ton plus tranchant, le pays observe depuis le Burkina Faso que les relations entre Alger et Paris oscillent entre tension et réconciliation, décrivant une dynamique de « je t'aime, moi non plus ». Le quotidien burkinabé rappelle que la visite récente du ministre français Jean-Noël Barrot à Alger semblait annoncer une nouvelle phase de coopération. Or, l'affaire Amir DZ vient torpiller cet espoir. L'Algérie réagit vigoureusement en exigeant l'expulsion sous 48 heures de 12 agents diplomatiques français et menace de tirer les conséquences politiques de ce qu'elle appelle développement inadmissible. Le journal redoute désormais une rupture diplomatique si aucun des deux chefs d'État ne prend l'initiative de calmer le jeu. Merci beaucoup à vous, Marcel Hossi. C'est moi. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Et le même beau sourire, surtout. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale Bonjour le Bénin de ce mardi 15 avril 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Arnaud Togbédon. Retrouvez-nous demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.